Bonsoir à tous, merci beaucoup. Merci de cette présentation. Je n'ai pas forcément tout entendu, mais j'espère que là, vous m'entendez parfaitement et que vous m'entendez bien en français. Je suis vraiment désolé de ne pouvoir m'exprimer en français et de devoir vous parler en anglais, mais j'espère que les interprètes feront de leur mieux pour me traduire en direct. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir, de pouvoir vous parler des rêves lucides ou des rêves sous contrôle. Donc il y a eu effectivement une série de conférences sur les rêves. Donc moi je vais vous parler des rêves lucides, des rêves où vous pouvez avoir un rôle actif dans votre rêve. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans vos rêves, mais vous vous demandez peut-être pourquoi un scientifique du sport s'intéresse aux rêves lucides. En fait, c'est très simple. Je me suis demandé, est-ce qu'il était possible d'utiliser l'état de rêve pour améliorer ses performances à l'état d'éveil? Est-ce qu'on peut s'entraîner, entre guillemets, pendant ses rêves pour être meilleur à l'état d'éveil? Donc, je vais vous parler de cela. Et je vais aussi vous parler un petit peu de la psychophysiologie de cela, c'est-à-dire les mécanismes qui rendent cela possible. Et au final, je vais m'intéresser à l'induction des rêves lucides. C'est-à-dire que, comme on vous l'a dit, c'est quelque chose qui est relativement courant dans la population, mais les personnes qui sont capables de rêver de façon lucide, de façon très fréquente, sont très rares. Donc il y a une technique que tout le monde ne maîtrise pas. Donc il faut former les gens pour avoir des rêves lucides, et c'est tout à fait possible de le faire. On a fait des recherches à ce sujet. Donc ce sera la dernière partie de ma présentation. Et avant de commencer, je voudrais qu'on parte ensemble. Je voudrais que vous imaginiez que pendant les quelques minutes qui viennent, vous êtes en train de suivre une présentation, une conférence sur les rêves lucides qui est plus ou moins intéressante. Et tout d'un coup, au milieu de la présentation, Neo de Matrix descend du plafond et apparaît. Et vous dites, mais Neo de Matrix, ici, mais c'est impossible. Peut-être que je ne suis pas vraiment ici. Peut-être que je suis toujours chez moi, au lit, et je suis en train de dormir, et je suis en train de rêver à propos d'une conférence où un chercheur sur les rêves me parle de rêves lucides, et Neo vient d'entrer dans mon rêve. Et c'est le moment où vous vous dites, voilà, ça doit être un rêve. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez contrôler votre rêve. Vous pouvez avoir conscience du fait que vous rêvez et contrôler l'univers de votre rêve. Vous pouvez par exemple voler comme un aigle ou comme un oiseau. Vous pouvez vous imaginer, vous transporter sur une île déserte pour faire un peu de bronzette, comme Neo dans Matrix. Vous pouvez aussi faire du karaté. Et la question, c'est ça. Est-ce que vous pouvez vous améliorer au karaté, au kung-fu ou au basket, les lancers francs, de vous entraîner en rêve pour être meilleur quand vous êtes éveillé? Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé aux rêves lucides, parce que pendant que j'étudiais le sport, j'ai entendu parler de ces rêves lucides et j'ai voulu me renseigner. L'idée de la pratique des rêves lucides, ce n'est pas très nouveau. Par exemple, Paul Thuray, qui est avec moi sur cette photo quand j'étais plus jeune, donc qui est un psychologue du sport allemand, avait déjà cette idée d'utiliser les rêves et de s'entraîner dans ses rêves, et c'était un vrai pionnier. Il a fait beaucoup d'études extrêmement intéressantes, et l'une des choses qui l'a inspiré, c'est que l'on peut effectivement s'exercer dans ses rêves. Il le faisait lui-même. Par exemple, il faisait du monocycle ou du snowboard, et il a réussi à s'améliorer via ses rêves. Donc il a donné une définition de cet entraînement dans les rêves lucides. C'est quelque chose qui est délibéré, qui est répétitif. Donc c'est la répétition de techniques liées au sport sans bouger, puisque pendant que vous rêvez, notamment si vous êtes en sommeil paradoxal, votre corps est détaché du système de contrôle moteur, donc vous ne pouvez pas bouger, ce qui est plutôt bien, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas effectuer vos rêves. Donc on est
quelque chose qui est purement cognitif, c'est en général avec une perspective à la première personne, comme dans les rêves, et vous êtes donc en plein sommeil paradoxal. Donc ça, c'est vraiment cette définition des rêves, de l'entraînement en rêve lucide, et donc Paul Tolai a donc donné un certain nombre d'exemples extrêmement intéressants, mais il n'a jamais fait d'études quantitatives. Donc on a fait la première étude quantitative avec une tâche très simple, qui n'était pas de lancer franc au basket, c'était le fait de lancer une pièce dans une tasse de café. Et donc, il fallait compter le nombre de pièces qu'on réussissait à lancer dans la tasse en lançant 20 pièces. Et donc, les gens, on a mesuré donc, la réussite des gens le soir. Ils ont lancé 20 pièces. Ensuite, ils devaient dormir, essayer d'avoir des rêves lucides, s'entraîner pendant leurs rêves lucides le plus longtemps possible. Et le matin, on faisait un deuxième test. Et donc, on avait donc un groupe de rêveurs lucides et aussi un groupe de témoins qui n'avaient rien fait pendant la nuit, qui n'avaient juste dormi. On avait un deuxième groupe, des gens qui s'entraînaient. Et la quantité d'entraînement a été donc donnée par le troisième groupe, où on avait donc un groupe avec donc ces rêveurs lucides et qui ont été divisés en 13 participants qui n'ont pas eu la possibilité de rêver, qui n'ont pas réussi à rêver de façon lucide. Donc ça nous faisait un autre groupe témoin et un groupe de rêveurs qui avaient réussi à s'entraîner pendant la nuit et qui se rappelaient le nombre de fois où ils s'étaient entraînés pendant la nuit. Donc ça, c'est donc le nombre que l'on a donné et qu'on a pu mesurer avec un groupe qui s'était simplement entraîné de façon consciente. Donc le premier groupe ne s'est pas spécialement amélioré, c'est le groupe témoin, parce que si on ne s'entraîne pas, on ne s'améliore pas. Donc le deuxième qui s'était entraîné de façon consciente, de façon éveillée, s'était amélioré de 15%, vous voyez. Les gens qui n'avaient pas rêvé, n'avaient pas réussi à rêver, ont eu un déclin en termes de réussite, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'ils ne sont pas entraînés pendant cette nuit, puisqu'ils n'avaient pas réussi à rêver. Et donc, le groupe donc, de pratique qui avait fait des rêves lucides a montré une amélioration de 8% du soir au matin, donc avec une amélioration de 8% du nombre de pièces jetées dans la pièce. Donc, on voit qu'il y avait véritablement une amélioration grâce aux rêves lucides. C'était une des premières études qu'on a faites avec un certain nombre de problèmes méthodologiques. Et on a fait une autre étude pour avoir un meilleur contrôle en fait des chiffres. Et donc ça, c'est une autre tâche qu'on a demandé, donc sur le fait de taper sur des touches d'ordinateur. Parce que la plupart des gens qui n'avaient pas réussi à... par exemple, on avait des problèmes au niveau des rêveurs lucides qui réussissaient à rêver lucidement, mais qui ne pouvaient pas s'entraîner parce que dans leurs rêves, ils ne trouvaient pas de tasse, ils ne trouvaient pas de pièces, etc. Donc on s'est dit qu'on allait trouver une tâche un peu plus simple. Et donc, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la médecine du sommeil notamment. Et donc, on demande aux gens de taper sur 5 touches de suite le plus vite possible en 30 secondes. Et quand vous vous améliorez, vous avez plus de succès, vous avez plus de réussite, plus de séquences dans le bon ordre. Donc, c'est une mesure qui est relativement facile à mettre en place. Donc là aussi, on a fait un pré-test, un premier test dans le soir et un post-test, un deuxième test le matin. Et donc, on avait donc un groupe de gens qui ont donc 17 rêveurs lucides qui ont participé et qui ont pu s'entraîner à taper sur avec leurs doigts pendant la nuit. Et donc c'était un peu plus précis parce qu'on a demandé aux rêveurs quand ils avaient eu leur rêve lucide. Donc là vous voyez donc les différents stades des différentes phases du sommeil, donc le sommeil paradoxal qui va être en haut.
Et puis ensuite, les phases N1, N2, N3, où on n'a pas de rêve lucide. Et on leur a demandé à quelle heure ils avaient fait leur rêve lucide et combien de temps ils s'étaient entraînés. Donc, par exemple, on avait quelqu'un qui avait fait son rêve lucide à 6h30 et qui s'était entraîné 4 fois 30 secondes. Donc, on a eu donc un autre groupe, qui est un groupe qui s'est entraîné de façon physique, de façon éveillée, et ensuite un groupe de contrôle. Et donc, on s'est arrangé pour que tous les pratiquants aient le même temps pour s'entraîner. Donc, le groupe de l'entraînement physique qui était éveillé pendant la nuit à une heure précise, et il devait attendre de 15 à 30 minutes pour se réveiller, pour être parfaitement conscient, et donc ils ont pu s'entraîner le même temps que les rêveurs lucides, et donc ensuite des gens avec un entraînement mental, donc qui imaginaient qu'ils faisaient cette tâche, mais ils n'exécutaient pas la tâche. Et bien évidemment, le groupe témoin qui ne faisait absolument rien, qui avait simplement dormi pendant toute la nuit. Donc on a une petite augmentation, donc ça c'est plus 5% pour le groupe témoin, pas vraiment d'effet. La répétition, l'exercice mental, on sait, et un certain nombre d'études l'ont montré, que les capacités motrices vont s'améliorer simplement si on y pense. Et on sait qu'il y a beaucoup d'athlètes professionnels qui utilisent, les skieurs par exemple. On voit les skieurs qui vont être en haut de la pente et qui mentalement s'entraînent ou préparent la descente qu'ils vont faire. Et on a bien vu qu'il y avait une augmentation de 12% dans notre étude. Donc quelque chose qui est très signifiant au niveau statistique. Donc le groupe, avec l'entraînement physique, quand on fait les choses, on s'améliore davantage. Mais la question est les rêveurs lucides. Et on s'est aperçu que les rêveurs lucides avaient la plus grande amélioration, 20% de réussite en plus du soir au matin. Mais si vous regardez les statistiques, on voit aussi que l'effet n'était pas homogène en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de plus hétérogène, c'est-à-dire que certaines personnes avaient amélioré leur performance plus que d'autres. Mais la moyenne était assez impressionnante, 20% d'amélioration. Et voilà, et simplement, il s'est amélioré en rêvant et en performant une tâche pendant leur rêve. Donc, pour revenir au petit jeu mental dont je vous parlais, donc là, vous dites que vous ne rêvez pas, mais vous pouvez très bien être en train de rêver. Donc la question, c'est pour comment tester si on est éveillé ou pas. Faites ça avec moi. Bouchez-vous le nez et essayez de souffler de l'air par le nez. Si l'air est bloqué par les doigts dans une narine, c'est-à-dire que vous êtes réveillé, mais si vous n'y arrivez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas réveillé. Donc voilà, moi je ne rêve pas en tout cas parce que je viens d'essayer. Je ne sais pas en ce qui vous concerne. Mais c'est un test extrêmement sérieux que l'on peut faire. Si vous rêvez, si vous avez un rêve lucide, si vous êtes sceptique par rapport à votre état de rêve, vous pouvez essayer ça, faire un test de réalité où on vous soufflez dans votre nez en vous bouchant le nez et si l'air passe, c'est que vous rêvez. Pour revenir donc à ma présentation et donc l'effet d'apprentissage grâce au rêve lucide, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer que cette répétition dans les rêves lucides ait un impact sur vos performances à l'état de veille. Comme je dis, la répétition mentale est un phénomène qui a été scientifiquement, qui a suivi des recherches au niveau donc scientifique, et on sait qu'on peut avoir des améliorations simplement en faisant des répétitions mentales avec ce qu'on appelle la théorie de la simulation, où le même substrat neuronal dans le cerveau et au niveau psychologique. Donc il y a
Donc il y a des substrats communs quand vous faites des choses au niveau, quand vous le faites en réalité ou quand vous l'imaginez, quand vous y pensez. Par exemple, quand vous faites un lancer franc en basket, vous avez une zone, quelque chose dans votre cerveau qui s'active, qui programme le mouvement, la tâche. Il y a donc une activation au niveau physiologique, une accélération de la fréquence cardiaque, de la respiration. On a pour générer de l'énergie, pour accomplir cette tâche, mais il faut aussi du temps pour faire un lancer franc. Donc quand vous faites un lancer franc, ça prend un peu de temps, et quand vous le faites, si vous le faites mentalement, on va s'apercevoir, et des études l'ont montré, une activation similaire du cerveau. Si vous pensez à faire un lancer franc, votre cerveau va programmer les mouvements que l'on veut faire quand on veut lancer ce ballon de basket, et on peut mesurer cette activité vers un IRM ou via une EEG. Ou si vous allez faire un 100 mètres, si vous imaginez que vous êtes en train que vous allez courir un 100 mètres, votre fréquence cardiaque va s'accélérer, votre corps va se préparer à accomplir cette tâche. Donc il y a donc une activité périphérique, entre guillemets, donc au niveau de la respiration, du cœur, de la peau, notamment. Et là encore, si vous faites un 100 mètres, il vous faut du temps. Mais s'il vous faut 13 secondes, par exemple, pour faire 100 mètres, et si vous l'imaginez, eh ben, il vous faudrait aussi à peu près 13 secondes pour faire votre sprint. Donc il y a énormément de recherches qui existent pour les mouvements imaginés, pour les actions imaginées. Et la question c'est, qu'en est-il des rêves? Est-ce qu'il y a des résultats similaires pour les rêves lucides lorsqu'un rêveur accomplit une tâche dans ce rêve? On va avoir une activation du cortex moteur, du système cardiovasculaire, et cet élément temporel qui va être également similaire. Donc je vais commencer avec des corrélations extrêmement faciles, notamment au niveau des mouvements oculaires. Et on sait, la recherche sur les rêves l'a montré, quand on a des rêves extrêmement vivants, on va voir, ça va être pendant le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, en anglais, c'est le REM, avec un mouvement oculaire rapide. Et donc, quand on a découvert ce sommeil paradoxal, avec ce mouvement oculaire très rapide, on a imaginé, ou on a découvert que ce que l'on regardait dans ces rêves correspondait au mouvement des yeux dans le corps endormi. Donc on voit une étude de Dement, par exemple, en 1958, où ils ont vu donc les yeux qui bougeaient de gauche à droite, et ils ont réveillé le participant en lui demandant à quoi il rêvait, et la personne a dit qu'il regardait des gens qui se lançaient des tomates. Et donc que ses yeux allaient donc de droite à gauche. Donc le rêve correspondant au mouvement oculaire. C'est pas forcément à 100%, mais c'est relativement fréquent. Mais c'est difficile pour des études standards sur les rêves, pour mesurer cela de façon très précise, parce qu'on dépend des rêves des gens. Et on n'est pas capable de leur parler avant le rêve et de leur demander de faire des mouvements oculaires prédéfinis. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire justement avec les rêveurs lucides. On peut demander aux rêveurs lucides de regarder dans une certaine direction ou de façon répétée dans son rêve. Donc on peut demander donc aux rêveurs en fait lucides de coder un certain nombre de mouvements par le mouvement de gauche à droite de ses yeux. Donc par exemple 2 mouvements gauche-droite pour je sais que je rêve et 4 mouvements pour je suis éveillé et on peut me parler. Et je peux vous faire mon rapport, entre guillemets, sur mon rêve. Donc, un exemple de rêve lucide, qui vient d'une expérience de Steve Laberge. Donc, on va donc avoir l'EEG, l'EEG et l'EMG, donc l'analyse des yeux, l'analyse du cerveau et l'analyse des muscles.
Et donc, ce qu'on voit dans la première ligne, c'est quelque chose de typique au niveau du sommeil paradoxal, c'est-à-dire avec un électroencéphalogramme qui est relativement bas, mais par contre, beaucoup de choses avec des mouvements oculaires extrêmement importants. Et donc ça, c'est le signal. Et on voit un peu plus bas qu'on voit beaucoup plus de mouvements des yeux parce que le participant est en train de nous informer qu'il est en train de rêver. Le participant ensuite nous raconte un peu son rêve, qu'il volait, etc. Et ensuite, il sent qu'il se réveille et donc il donne le mouvement, il donne le signal qu'il est en train de s'éveiller, donc gauche-droite, mais en fait c'est un faux signal, c'est-à-dire qu'il pense, il rêve, qu'il s'éveille, ça a dû vous arriver, mais en fait il est toujours en train de rêver. Donc il pense, je suis réveillé, il pensait, il a rêvé d'un labo, des gens qui détachaient les électrodes, etc., mais il était toujours en sommeil paradoxal, ça se voit très clairement sur les courbes. Et puis ensuite, il se rend compte qu'il est toujours en train de dormir, et donc il donne 3 fois, il se trompe un petit peu, mais il dit... et donc il nous dit qu'il est en train de réveiller. Et ensuite, on voit tout en bas qu'il se réveille, effectivement. On voit donc qu'il y a donc l'EMG, donc l'électromyogramme, qui est beaucoup plus élevé. Donc c'est une jolie validation du rêve lucide. On voit qu'on peut communiquer dans un labo avec un rêveur. Et ça permet de faire des choses encore plus intéressantes. Par exemple, on peut regarder s'il y a une activation du cortex moteur pendant le rêve. Quand on opère des actions, des gestes spécifiques pendant le rêve. Donc, par exemple, la tâche qui était donnée au rêveur, c'est d'ouvrir et de fermer la main gauche 4 fois et la main droite 4 fois. Et pour distinguer les deux, et donc distinguer ces deux actions avec des mouvements de gauche à droite des yeux. Et donc, vous voyez toujours, il n'y a aucune activation donc, de l'EMG, de la mesure des muscles. On voit qu'il y a simplement la main qui bouge et les yeux. Et donc le principe, c'est que si... et on voit donc que voilà, si vous faites ça de façon éveillée, il y a une inversion en fait. C'est-à-dire que si vous activez, si vous bougez la main droite, c'est une zone à gauche du cerveau qui va être activée et inversement. Mais ce qu'on voit ici, et ça vous le montrera un peu mieux, qu'il y a une désynchronisation. C'est pour voir donc s'il y a une activation de cette zone du cerveau. Et donc le C3 et C4 qui sont le cortex moteur. Et ce qu'on voit, c'est que les lignes avec les cercles de la main gauche et de la main droite, qui sont serrés, sont en dessous de la tâche de contrôle, ou la tâche témoin, si vous voulez, qui est la tâche où le sujet ne bouge absolument pas. Donc cela montre qu'il y a... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction en fait entre la gauche et la droite. C'est-à-dire que toutes les zones moteurs sont activées par ce serrement de main. C'est assez complexe, je ne vous le cache pas, mais un de mes collègues, Martin Dressler, a pu répliquer cette étude non pas avec un enregistrement, non pas avec un électroencéphalogramme, mais avec un IRM. Donc il était donc dans une machine à IRM où l'on est allongé, la tête absolument immobile, il faut dormir dans une position extrêmement inconfortable et il faut donc réussir à avoir un sommeil, à rentrer dans un sommeil paradoxal et avoir un rêve lucide. Il a réussi donc avec un sujet qui a donc pu opérer cette tâche de fermer et d'ouvrir la main gauche et droite. Et donc on voit
Et donc, on peut voir donc dans les images du cerveau avec l'activité où on voit donc le vrai mouvement en haut à gauche. Donc, et on a donc ou en haut à droite d'ailleurs, on voit donc que quand c'est... donc on voit donc que quand, en réalité, donc en haut, on voit donc qu'il y a donc des zones du cerveau, à gauche ou à droite, mais à l'inverse de la main qui sont activées. Alors que si on passe de l'autre côté, on voit que les choses sont beaucoup moins claires et cela montre bien qu'il y a une corrélation physiologique, si vous voulez, avec la vie réelle. Une autre chose qu'on a fait, c'est de faire des flexions. Vous voyez, comme ça, quand on desquatte, comme on dit de nos jours. Donc c'est quelque chose qui est assez, qui demande pas mal d'énergie. Donc on a donc une augmentation du rythme cardiaque et de la respiration. Donc on demande donc quelque chose qui est relativement exigeant au niveau éveillé. Et donc on combine ça avec des mouvements oculaires encore une fois. Donc on avait 5 rêveurs lucides. Donc on a eu donc 14 enregistrements de rêves. Et on avait donc, on surveillait donc la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Donc on pouvait voir s'il y avait un changement. Donc par exemple, si vous faites ça à l'état d'éveil, vous allez passer de 80 à 130 par exemple, en termes de battement cardiaque, et de 13 respirations par minute à 23 inspirations par minute. Donc on s'est demandé ce qui allait se passer pendant un rêve lucide. Donc là aussi, vous voyez donc l'électroencéphalogramme, l'électroocularogramme, l'électromyogramme et le taux de respiration. Et vous voyez donc, on voit donc le sommeil paradoxal en haut, les mouvements de l'œil à gauche, de gauche à droite, quand la personne commence à compter. Et ce qu'on voit, c'est que la fréquence cardiaque passe de 71 avant l'exercice jusqu'à 80. Donc le rythme cardiaque augmente, mais le corps est absolument immobile dans le lit. C'est simplement vous, dans votre rêve, qui faites des flexions, et donc il y a une réaction physiologique en fait à cet exercice rêvé. Et donc, on a effectivement, pour tous les 14 rêveurs lucides qu'on avait, on a donc une augmentation très nette des battements cardiaques notamment et de la respiration. Donc c'est une faible, c'est une fréquence respiratoire qui n'est pas énorme, mais on voit quand même une augmentation au niveau respiratoire. Donc on voit qu'il y a donc des effets psychologiques, des effets physiologiques importants quand on fait des flexions comme cela en rêvant. La dernière question que l'on s'est posée, c'est le temps. Est-ce qu'il y a une correspondance entre le temps rêvé et le temps réel ? C'était une question qui a été abordée aussi par Hollywood. Vous avez peut-être vu Inception. Qui a vu Inception? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Inception? C'est un film avec Leonardo DiCaprio qui est sur le rêve lucide. C'est un agent qui doit aller rentrer dans un rêve et aller opérer un certain nombre de choses dans son rêve. Il y a des rêves lucides. Il y a des rêveurs lucides qui savent qu'ils sont en train de dormir, qui agissent dans leur rêve, et on parle bien évidemment de temps rêvé. Et donc dans Inception, le temps rêvé va beaucoup plus lentement que le temps réel. Donc il y a un effet d'échelle. Donc au premier niveau, par exemple, 5 minutes de temps réel correspondent à peu près à 1 heure de temps rêvé. Donc il y a une distorsion de ce temps rêvé. C'est un film hollywoodien, mais il y a des éléments tirés de la recherche qui montrent qu'on peut avoir
des rêves donc on a l'impression qu'ils durent extrêmement longtemps pendant un temps de rêve qui est extrêmement court. Donc on s'est demandé, on voulait aborder cette question avec nos rêveurs lucides pour voir si on pouvait mesurer le temps. Et là, encore une fois, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Encore une fois, Steven LaBerge a fait un certain nombre d'études avec des tâches extrêmement simples. En haut, vous voyez donc quelqu'un d'éveillé. Il demande à quelqu'un de bouger les yeux de gauche à droite et de compter de 1 à 10. Et donc d'estimer 10 secondes sans compter. Et de refaire un mouvement de gauche à droite. Et de faire la même chose pendant un rêve lucide. Et donc on peut comparer ces deux courbes et voir s'il y a une différence. Et on voit qu'il y a très peu de distorsion pour le temps, pour le rêve lucide. C'est-à-dire que 10 secondes de temps réel correspondent a priori à 10 secondes de temps rêvé. On avait déjà des données de notre expérience sur les flexions avec le temps, parce qu'on demandait aux gens de compter de 1 à 5 et ensuite ou de compter 5 secondes, puis de faire la flexion, et puis de compter 5 secondes à la fin. Mais là, tout ce qu'on a vu, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, on a donc les mêmes participants à l'état d'éveil et l'état de rêve, et on voit que donc le fait de compter 5 secondes, c'est à peu près la même chose. Mais par contre, les 10 flexions prenaient beaucoup plus longtemps en rêve que dans la réalité. Mais les participants nous ont dit non, mais j'ai rien fait d'autre, j'ai juste fait mes 10 flexions comme je l'avais fait de façon éveillée. Donc il y a une distorsion. Ça veut dire qu'il fallait plus de temps, encore une fois, pour faire ces flexions en rêve. Et donc c'est bien évidemment un peu étonnant. Donc on a fait d'autres études pour voir pourquoi est-ce qu'il y avait il fallait plus de temps pour faire cela. Donc un exemple d'une étude qu'on a faite sur le fait de marcher en rêve lucide, parce qu'on se disait que peut-être que la modalité de la tâche avait une influence. On demandait aux gens donc le fait donc de marcher pendant 10 pas, 20 pas, 30 pas, marqués, séparés de façon très très marquée, avec toujours des mouvements oculaires de gauche à droite, pour pouvoir mesurer les intervalles entre les mouvements oculaires qui nous signalaient le début et la fin de chaque série de pas. Et donc, on pouvait comparer ça avec le temps que ça prend en réel. Et on a fait ça donc dans cette étude. On avait 8 participants qui ont fait ça dans la vie réelle et en rêve. Et ce qu'on voit en haut, c'est donc le temps réel pour 10, 20, 30 pas, et en dessous, le temps qu'il leur fallait en rêve pour accomplir cette tâche. Et on voit que là, dans la plupart des cas, dans 5 cas, il leur faut plus de temps dans leur rêve, là encore, par rapport à l'état éveillé. Sauf pour les participants 6, 1 et 8 qui ont pris à peu près le même temps. Et le participant numéro 8, c'était son premier rêve lucide. Et il nous a expliqué en fait pourquoi il avait mis moins de temps, c'est que il était tellement surpris de faire un rêve lucide, parce que c'était un de ses premiers rêves lucides, qu'en fait il s'est précipité et au lieu de marcher, il a couru. Donc c'est pour ça qu'il a mis moins de temps que les autres. Mais il y avait toujours ce résultat étonnant qui est pourquoi est-ce qu'il y a un décalage au niveau du temps réel et du temps rêvé. Donc on a réfléchi à ce problème-là. Donc, et en fait, ça n'a rien à voir avec le temps en soi. C'est-à-dire que il n'y a pas d'effet de disproportion. C'est-à-dire que la proportion entre 10, 20 et 30 pas est la même à l'état de rêve ou à l'état rêvé. Donc, il y a autre chose qu'il va falloir découvrir. Donc c'était une petite introduction sur les aspects logiques du rêve lucide, et maintenant nous allons parler de la fréquence de rêve lucide au sein de la population. On a fait cette
étude en Allemagne. Avant d'être à Berne, j'ai fait mes études, ma thèse à Heidelberg. Et nous avons donc choisi... Nous avons établi un questionnaire, conduit une étude, et on a donc demandé aux habitants en Allemagne s'ils faisaient des rêves lucides. Alors, on a constaté que 50% des personnes interrogées n'avaient jamais eu de rêve lucide. Donc, une personne sur deux en Allemagne n'a jamais fait de rêve lucide. Cela veut dire que 50% de ces personnes ont eu un rêve lucide. Et si on regarde ces données, on peut voir que à cette échelle, la plupart des personnes sont des rêveurs lucides irréguliers, donc peut-être une fois dans leur vie ou 2 fois par an. Et les rêveurs lucides représentent 20%, les rêveurs lucides réguliers. Donc 20% ont des rêves lucides de manière fréquente, par exemple une fois par mois ou plus. Mais pour nos études en laboratoire, on a besoin de rêveurs lucides très réguliers, qui ont des rêves très fréquemment, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine. Et donc seulement 1,2% de la population ont des rêves lucides à cette fréquence. Par exemple, malheureusement, tous les participants n'habitaient pas à Stuttgart, là où nous avons conduit cette étude, et donc ils se trouvaient dans toute l'Allemagne. Il fallait donc qu'on les trouve, qu'on les cherche et qu'on leur demande de venir au laboratoire. Donc la question est de savoir s'il y a des techniques pour former ces personnes à avoir des rêves lucides, ou les personnes qui n'en ont jamais eu, de les former à en avoir. Je voudrais vous montrer une étude tirée d'un questionnaire que nous avons conduit auprès d'athlètes, puisque nous étions intéressés par les athlètes et s'ils avaient des rêves lucides. Nous avons donc pu rassembler des données auprès d'athlètes allemands, 840, et 1323 athlètes japonais, donc des athlètes professionnels. Nous avons interrogé des athlètes de différents sports, des sports qui se jouent avec des ballons, des sports individuels ou des sports de combat. Et on leur a posé la même question, est-ce qu'ils avaient des rêves lucides? Et environ 50% d'entre eux avaient déjà eu un rêve lucide, mais ceux qui le faisaient à haute fréquence représentaient 3%. Donc, nous avons un plus grand pourcentage de rêveurs lucides. Nous n'avons pas de plus grand pourcentage de rêveurs lucides auprès des athlètes. Donc, toujours 50%. On leur a demandé s'ils utilisaient leurs rêves lucides pour améliorer leur performance sportive. Et seulement 5,2% ou 3,6% des personnes de ce groupe utilisent les rêves lucides pour leur pratique sportive. C'est-à-dire qu'environ 9% des participants ayant expérimenté des rêves lucides, c'est-à-dire 20% des personnes qui ont des rêves lucides fréquemment. Donc, les athlètes professionnels qui ont des rêves lucides fréquemment pourraient donc penser à utiliser ces rêves lucides pour améliorer leur performance. Et quand on leur demandait s'ils utilisaient leurs rêves lucides pour améliorer leur performance, ils ont dit que cela les aidait vraiment à l'état de veille. C'est donc un échantillon fait auprès d'athlètes de différents contextes culturels, avec des athlètes japonais également. Une analyse qui est sur le point d'être publiée prouve que ce sont des chiffres stables dans le monde entier. Et pour en revenir à notre question, est-il possible donc de former les personnes à avoir des rêves lucides? Eh bien, Steve Laberge, on peut voir sa photo, a été la première personne à réellement produire des données sur cette question et il a trouvé ces données, il a testé ces données sur lui-même. Il a écrit un journal de son expérience de ses rêves lucides. Et donc, sur l'axe Y, on a ses rêves sur un mois, donc de 0 à 30, donc soit toutes les nuits, soit aucune nuit. Et sur ce mois,
il a voulu augmenter la fréquence de ses rêves lucides. Et il l'a fait sur une période de 16 mois où il a commencé à utiliser différentes techniques, les techniques A et B, ou la technique C, où il se dit qu'il veut avoir ce rêve lucide. Il s'incite à l'avoir. Et il a ensuite développé une technique qu'il a appelée ensuite la technique MILD, la technique mnémonique. Et donc, c'est une technique qui nous permet d'avoir une mémoire prospective, c'est-à-dire qu'on décide de quand nous allons rêver. La prochaine fois que je vais rêver, je vais me rendre compte que je rêve. C'est ce qu'on appelle la mémoire prospective, la mémoire future, et on essaye d'activer cette mémoire de manière intentionnelle. Et quand il a appliqué cette technique, il a développé, au final, il a pu donc provoquer ses rêves lucides volontairement. Il a donc pu avoir ses rêves lucides toutes les nuits. Puis la fréquence a baissé quand il a arrêté la technique MILD. Et puis ensuite, il a enregistré cela. Donc on a pu voir que c'était donc très efficace, cette technique MILD. Dans les films d'Hollywood, par exemple Inception, on peut voir qu'il y a d'autres possibilités de provoquer ces rêves lucides. Alors on a pu voir dans Inception qu'on utilisait une drogue. Et dans Matrix, vous avez peut-être pu voir qu'on utilisait des biopores qui donc étaient branchés sur le système nerveux et qui donc provoquaient le rêve lucide chez les personnes. Ces techniques dans le monde réel présentent quelques problèmes éthiques, mais on s'en rapproche et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. On ne voit pas que ça dans les films. Ce que nous avons fait, pour commencer, c'est que nous avons consulté les articles scientifiques sur les techniques d'induction, quelles sont les différentes techniques disponibles. Et on peut faire une association de ces différentes catégories. Donc la première catégorie, les techniques cognitives, c'est-à-dire la technique MILD ou d'autres, où on essaye d'avoir un état d'esprit spécifique pour provoquer ces rêves lucides. Deuxième catégorie, on utilise un stimulus externe au laboratoire que l'on incorpore dans notre rêve. Donc c'est comme un indice dans le rêve et on peut utiliser des stimuli acoustiques, auditifs et on essaye de les incorporer dans le sommeil paradoxal. Mais certains résultats ont prouvé que peut-être que cela fonctionnait. Puis, on a la catégorie diverse où il y a plusieurs méthodes assez obscures que l'on peut lire sur Internet. Il n'y a pas beaucoup de recherches à ce sujet. Et nous avons passé en revue tous ces articles scientifiques et donc sur tout ce que nous avons trouvé, nous avons pu voir que 38 articles donnaient des preuves scientifiques sur les techniques identifiées. Et alors, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça, vous n'avez pas besoin de tout lire, mais ce que nous avons fait, c'est la sélection de critères méthodologiques, et voilà donc les 35 études, et à la dernière ligne, on peut voir que le chiffre est assez bas. Donc il faut faire attention avec les résultats de ces études, puisque la méthodologie n'était pas très poussée. Donc ça, c'est la première chose. Mais quand on recherche des preuves statistiques, on peut voir que certaines techniques ont vraiment fait leurs preuves. Par exemple, MILD. Si on regarde avec attention, on peut voir que la première partie des résultats de Steve Laberge ne sont peut-être pas parfaits, mais on veut des données plus indépendantes. Mais on a pu voir qu'il avait donc trouvé des preuves que cette technique MILD fonctionnait. Et on peut voir que c'est donc une réussite. Et d'autres techniques comme l'imagerie hypnagogique ou la visualisation
n'ont pas vraiment réussi, n'ont pas été vraiment vérifiées de manière empirique. Donc ça, ce sont d'autres méthodes qui ont déjà été testées, le stimulus lumineux, où on provoque des flashs de lumière pendant le sommeil paradoxal. Et encore une fois, Steve Laberge a trouvé pas mal de preuves à ce sujet et il a testé cela également sur lui-même. Et pour moi, ce n'était pas très convaincant et on s'est rendu compte que ce n'était pas sûr à 100% parce que le problème, c'est de mettre en place ce stimulus lumineux et de trouver l'intensité parfaite, et c'est très compliqué. D'autres méthodes ont eu des résultats contradictoires. Et je voulais vous donner un exemple qui provenait de mon collègue, Monsieur Schredel. Et c'est une étude assez intéressante. Je voulais vous donner une idée de la façon dont on peut utiliser la stimulation externe dans les rêves lucides. Et lui, il a utilisé une stimulation olfactive, donc les odeurs, et pour voir si on pouvait incorporer ces odeurs dans le rêve. Donc c'est une question assez intéressante. Et il a donc utilisé des participants femmes, trois participants hommes, et il y avait différentes odeurs, l'odeur de rose, et pendant le sommeil paradoxal, parce que ce stimulus a été incorporé dans le sommeil, il a fait très attention parce qu'il y a eu des recherches auparavant où on utilisait peut-être l'odeur de citron. Donc il rentrait dans la salle, il tenait un citron au-dessus du nez du rêveur, et puis ensuite il posait la question au rêveur, et ils ont donc écrit qu'ils incorporaient cette odeur du citron dans leur rêve. Mais ce qui est négatif avec cette méthode pour faire sentir l'odeur du citron dans la salle, c'est que l'odeur reste dans la salle. Donc quand ils se réveillent, ils ont encore cette odeur du citron dans la salle, et peut-être que cela porte à confusion et ils se disent « bon, j'ai senti le citron dans mon rêve, je vais l'écrire ». Et donc ce que Michael Schredel a fait dans son expérience, c'est qu'il a utilisé des machines sophistiquées pour incorporer ces odeurs. On peut voir la machine à gauche ici, et on peut envoyer cette odeur vers le nez, puis ensuite laver l'odorat. Et donc le participant ne sait pas du tout si c'est l'odeur d'œuf pourri ou l'odeur de rose qu'on lui avait fait sentir. Et il s'est rendu compte qu'aucun des participants n'avait rêvé qu'ils avaient senti l'odeur de la rose ou des ordures ou des œufs pourris. Et dans un des rapports sur le rêve, un des rêveurs a écrit qu'ils avaient senti l'odeur des ordures. Mais si on regarde l'intensité du rêve d'un point de vue émotionnel, on peut voir qu'après s'être réveillé, les personnes qui avaient eu une odeur de rose envoyée dans leur rêve, eh bien, ils avaient eu des émotions plus positives. Et au contraire, avec l'odeur d'œuf pourri, ils avaient des émotions plus négatives. Et c'est intéressant puisque on peut donc intégrer cela d'une certaine manière dans le contenu du rêve. Donc ça, c'était pour vous donner une idée de l'intégration d'un stimulus dans un contenu de rêve et pour permettre aux rêveurs de reconnaître les odeurs. Alors, les odeurs ne s'incorporent pas bien, mais d'autres aspects pourraient être intéressants. C'est la stimulation cérébrale.
Nous avons fait des recherches sur les rêves paradoxaux et en général, les rêves se caractérisent de situations illogiques, bizarres, la perte de l'autoréflexion et la perte de contrôle sur l'attention et la volonté dans son rêve. Et cela est dû à la désactivation du cortex préfrontal dorsolatéral, donc une partie du cerveau qui contrôle la prise de conscience, l'autoréflexion. Et donc une très belle étude de Hobson a fait donc une étude. On peut voir en bas le sommeil paradoxal, et pendant le sommeil paradoxal, on peut voir, et les rêves lucides, il y a une différence au niveau de ce cortex préfrontal dorsolatéral. Donc, quand on a un rêve lucide, le cortex préfrontal est activé. L'idée était de réactiver cela par une stimulation du cortex, une étude TDCS. Et Tadas Tumbris a demandé à des participants d'appliquer des électrodes TDS sur l'avant de leur tête et de les activer pendant leur sommeil paradoxal, ce qui permettrait donc de réactiver les structures neurologiques et de les désactiver. Il y avait aussi une condition au niveau du contrôle et il demandait ensuite si les rêveurs avaient eu un rêve lucide et à quel point il avait été vif, net. Les résultats, donc ça se rapproche un peu des films d'Hollywood. On n'a pas essayé de se connecter sur le tronc cérébral, mais avec des électrodes à l'avant du cerveau. Bon, les résultats ne sont pas très prometteurs. On voit que sur 109 réveils au total, 5,7% par participant, 90% s'en souvenaient, ce qui est bien, mais seuls 4 sur 16 des participants, donc 25%, qui étaient dans des conditions TDCS, ont pu avoir un rêve lucide. Et si on regarde de manière avec beaucoup d'attention, on peut voir que seulement un participant a pu donner ce signal de mouvement oculaire gauche-droite, gauche-droite. Donc ce n'est pas très prometteur. Et plus particulièrement si on regarde la différence avec d'autres groupes, avec les rêveurs lucides fréquents et non fréquents, on peut voir que les rêveurs lucides non fréquents n'ont pas tiré profit de cette procédure. Seuls les rêveurs lucides fréquents ont eu plus de rêves lucides. Donc, la méthode TDCS ne fonctionne pas si bien, mais il y a une autre technique, parmi d'autres choses que nous avons testées pour que les personnes puissent avoir des rêves lucides. Et une technique prometteuse est ce qu'on appelle réveil, on retourne se coucher, wake up back to bed en anglais. Nos participants donc se couchent à 11 heures du soir, ont un sommeil continu pendant 6 heures. Donc les premiers cycles de sommeil paradoxaux ne sont pas perturbés. Et pendant un de ces réveils paradoxaux, on les réveille après 10 minutes. Et puis on leur demande ensuite de se rappeler de leur rêve. Et puis ensuite on leur demande de rester éveillés pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, ils doivent donc utiliser le mild, donc écrire
la première 20 minutes, écrire un rapport, deuxième 20 minutes, utiliser le MILD, donc reconnaître le fait qu'ils rêvent dans leur rêve. Et la prochaine fois que je vois quelque chose qui vole, alors je sais que je rêverai. Puis on les renvoie se coucher et ils se rendorment. Donc le matin, on s'est donc demandé combien de rêveurs lucides on aurait pu trouver. Alors c'est simplement une méthode. On a étudié donc des étudiants pendant 5 études. Nous avons un groupe d'étudiants, un deuxième groupe de non-étudiants avec 60 minutes de MILD, un autre groupe d'étudiants avec 30 minutes de MILD et un autre groupe sans MILD. On leur a juste demandé de lire un livre et de se recoucher. Donc voilà les résultats. On peut voir la méthode. Donc ici, et là, donc le retour aux résultats, on peut voir que 50% sur la dernière colonne, 50% quand ils ont eu 60 minutes de sommeil paradoxal et de MILD, 3 des 6 et 4 des 8, donc 25%, ont pu envoyer ces signaux de mouvement gauche-droite, qui est donc un fort taux de réussite comparé à d'autres techniques qu'on peut trouver dans d'autres études et des expériences qu'on a fait sur soi-même. Et si on se réveille et qu'on ne fait rien, qu'on lit, qu'on fait de la Wii, une activité physique, eh bien, ça ne permet pas d'avoir de rêve lucide. Et ça n'aide pas non plus quand on n'a que 30 minutes parce qu'on n'a pas la possibilité de faire cette expérience. Donc, la méthode MILD, avec cette technique de on se réveille, on retourne se coucher, est assez prometteur. Mais on a également fait une étude chez nous et le taux de réussite a baissé jusqu'à 10%. Donc on fait la méthode MILD le matin à 4 heures à la maison. En général, on n'est pas très motivé à suivre cette procédure. Mais dans un laboratoire de sommeil, on peut les forcer à se réveiller, à les garder éveillés, à écrire leur rapport sur le rêve, la technique MILD. Et donc c'est sûrement la meilleure manière d'appliquer la méthode MILD sur soi-même. Donc si vous voulez essayer chez vous, vous pouvez suivre ce schéma et peut-être que vous pourrez avoir un rêve lucide et vous pourrez voler cette nuit dans votre rêve et contrôler vos rêves. Et voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je suis disposée à répondre à vos questions. Merci, Monsieur Lacher. Maintenant, place aux questions. Donc, je voudrais vous rappeler à l'assistance que les questions doivent être, s'il vous plaît, courtes. Et je demande également à notre intervenant de faire des réponses courtes. Voilà, pour qu'on puisse prendre le maximum de questions. Et il y en a déjà une. Sometimes it's interrupted. My question is, Alors, ma question, quelle est la différence entre ce qu'on appelle la rêverie de jour et le rêve lucide? Quelle est la différence? C'est une bonne question. Quand on rêvasse, quand on rêve de jour, c'est pas ce qu'on appelle le sommeil. C'est quand on est réveillé. En fait, votre cerveau est réactif, mais vous n'êtes pas dans un état physiologique de sommeil paradoxal. Et c'est ce qui est intéressant parce que les rêves lucides ont lieu pendant le sommeil paradoxal, ce qui veut dire que les participants sont dans les conditions d'un sommeil paradoxal. Ils ne peuvent pas manipuler leurs rêves lucides. Ils miment, ils jouent leurs rêves, ils font ce qu'ils veulent, mais les capacités motrices sont interrompues. On
n'interagit pas avec son corps physique. Quand on est à l'état de veille, on a plus d'imagerie et on n'interrompt pas les commandes, le contrôle moteur. Et donc c'est juste une différence physiologique. Bonjour. Quels sont les différents sujets de recherche sur lesquels vous vous intéressez, vous ou d'autres d'ailleurs? Quels sont les différents sujets de recherche en ce moment sur lesquels, oui, vous ou d'autres dans le monde, sur lesquels vous faites des recherches, quoi? Alors moi, je suis un scientifique du sport, donc moi, je m'intéresse réellement à l'application des rêves lucides en lien avec l'apprentissage moteur, parce que c'est très intéressant de comprendre quand on fait ce serrement de main dans un rêve que ce contrôle n'est pas transporté dans votre corps. Comment est-ce que votre cerveau peut comprendre que vous serrez la main? Donc il doit y avoir des boucles internes, des mécanismes dans votre cerveau qui vous donnent ces retours. Et dans la science du sport, le côté pratique de ce domaine de recherche, on a cette question un peu plus scientifique. Comment est-ce que le système moteur est organisé? Comment est-ce qu'il fonctionne? Il y a beaucoup de questions liées au contrôle moteur. Et d'autres recherches s'intéressent plus aux implications pratiques. Les thérapeutes qui travaillent avec des patients qui ont des migraines, et on peut utiliser les rêves lucides pour lutter contre les cauchemars. Et puis, quand il y a une personne menaçante dans notre rêve, on peut se dire « Stop, c'est mon rêve, partez », leur parler aussi. Et donc, il y a des recherches qui montrent qu'on peut réellement améliorer ces cauchemars, ou on peut même s'en débarrasser en utilisant les rêves. Mais je crois que Tony Settrat était là il y a quelques semaines, et lui, il a une méthode beaucoup plus efficace qui ne traite pas, qui ne s'intéresse pas au traitement des cauchemars et qui parle des rêves lucides. Et Martin Dressler s'intéresse également à d'autres effets, par exemple des personnes qui sont atteintes de schizophrénie et qui pourraient utiliser les rêves pour mieux distinguer la réalité et le monde imaginaire. Et puis évidemment, il y a ce débat autour de la conscience. C'est un état très spécifique où, à un moment donné, on n'a plus cette réflexion de soi, et puis on retrouve cette réflexion de soi, et on peut donc comprendre quelles zones du cerveau sont connectées, comment les réactiver. Et c'est donc très intéressant pour quand on s'intéresse à la conscience. Oui, pardon. Est-ce qu'après de pratiquer un sport dans un rêve lucide, on est fatigué? I want to know if after have a lucid dream and practice basketball, basketball or any other sport, are you tired during the day? Oh, good question. C'est une bonne question. Je suis désolée, j'entends rien dans le casque. Donc peut-être que je rêve, je ne sais pas. Non, c'est bon, je ne rêve pas, vous parlez anglais. Alors, donc la question, est-ce qu'on est épuisé après avoir fait du sport dans un rêve lucide? C'est une bonne question. Moi, je n'ai pas beaucoup de données pour vous donner la bonne réponse. Mais en général, les rêveurs lucides se sentent mieux quand ils ont eu un rêve lucide dans la nuit, ou quand ils ont pratiqué les compétences sportives. C'est une réponse métabolique, et le métabolisme n'est pas très élevé dans un rêve lucide. Donc, quand on court, qu'on fait du basket, ce n'est pas vraiment stimulé. Mais d'autres rapports
explique que quand les rêveurs accomplissent des tâches épuisantes dans leurs rêves, ils sont donc très fatigués, ils sont épuisés, leurs muscles sont épuisés. C'est difficile à expliquer, mais il y a des rapports anecdotiques à ce sujet. Mais en général, quand les rêveurs lucides ont un rêve lucide, ils se sentent plus reposés le matin. Ça pourrait être une réponse. On ne s'y attend pas parce qu'il n'y a pas de changement au niveau du métabolisme. Yeah. Hello. You just talked about. Bonjour, vous avez parlé des personnes qui ont donc des rêves lucides et qui se sentent mieux le matin. J'ai une question à ce sujet. Est-ce que les rêves lucides ont un impact sur la santé? Une étude a demandé aux rêveurs lucides de remplir un questionnaire lié à leur état de santé. J'ai oublié d'en parler. C'était, je crois qu'il y a un an. Et en général, les scores, les résultats étaient plus élevés quand ils avaient eu un rêve lucide. Ils se sentaient mieux. Mais bon, je ne suis pas sûre qu'il faut vraiment avoir confiance en cette étude pour l'instant. En général, parfois, c'est aussi l'inverse. Parfois, ce sont les personnes un peu plus introverties qui s'inquiètent un peu plus de la mauvaise santé. En fait, c'est le contraire. En général, les rêves lucides permettent d'être en meilleure santé. Est-ce que vous avez fait des études comme sur la méditation, comme Mathieu Ricard? Est-ce qu'ils ont des rêves lucides? Est-ce que ces personnes se sentent mieux? Alors la question. Alors vous avez fait des études auprès d'athlètes. Est-ce que vous avez fait des études auprès de personnes, tout comme Mathieu Ricard, qui pratiquent la méditation? Alors, est-ce que le rêve lucide peut avoir un lien avec la méditation, avec l'hypnose, d'autres états comparables à cela? Eh bien, nous n'avons pas fait d'études comparatives, mais il y a une corrélation, tout du moins, qui montre que quand on fait de la méditation, on a plus tendance à avoir des rêves lucides, une plus haute fréquence. Donc il y a peut-être une correspondance entre les deux activités, puisque ces deux activités sont peut-être en lien. On n'a pas vraiment conduit d'études où on a comparé la méditation, l'hypnose à la pratique des rêves lucides. Mais on sait qu'il y a une corrélation entre les deux. Et ce n'est pas une surprise, puisque dans les traditions occidentales, avec le bouddhisme, oriental, pardon, avec le bouddhisme, quand on pratique beaucoup la méditation, on développe des exercices, par exemple, comme avec le yoga, et donc on peut se rendre compte dans son rêve que l'on rêve. Alors, si on compare les pratiques de méditation avec la pratique de rêve lucide, la seule chose qu'on a, c'est la répétition mentale. Hello. Bonjour. Vous avez parlé de votre expérience avec des pièces et une tasse de café. Et vous avez parlé de quelqu'un qui cherchait une pièce et il ne l'a pas trouvée. À quel moment est-ce qu'on peut contrôler le rêve puisqu'il n'a pas trouvé la pièce?
Donc c'est une très bonne question, puisque parfois, quand on parle de rêve sous contrôle, eh ben, on a le contrôle parfait et on peut donc faire comme dans Star Trek et tout faire. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le rêve suit sa propre dynamique d'une certaine manière. Au début, on a un environnement, on est dans un environnement particulier, on n'a pas le contrôle de ça. Donc il y a la dynamique propre au rêve. Et puis parfois, cela va à l'encontre de votre volonté, mais vous voulez l'utiliser dans votre rêve. Et par exemple, quand ils doivent s'entraîner à lancer des pièces et ils ne peuvent pas trouver des pièces. Et même les rêveurs lucides les plus expérimentés rencontrent ce problème de temps en temps. Parfois, on a des rêveurs lucides très expérimentés dans le laboratoire. On leur demande de faire une tâche spécifique où on ne voit sa main qu'à travers un miroir. On doit faire des figures avec la main. Et puis, on calcule les résultats. On leur demande de s'entraîner autant que possible dans leur rêve. Et dans la même nuit, le rêveur a eu 3 rêveurs lucides. Et à la fin, quand il s'est réveillé, il a dit « Je ne veux plus jamais avoir à faire cette tâche parce que… » Dans le rêve, un personnage appelé Pumuckl, qui vient d'un dessin animé allemand, est apparu dans son rêve et il a pris les crayons. Un deuxième rêve, les parents sont arrivés, ils lui ont dit non, ne le fais pas. Le troisième, il a enfin pu faire la tâche, mais il ne savait plus où il en était parce que quand il a commencé à dessiner, il s'est dit la main que je vois sur le miroir est la main que je contrôle et pas la main de mon corps. Enfin, il était très perturbé par ça et il ne voulait plus le refaire. Et même donc les rêveurs lucides expérimentés n'ont pas un contrôle total. Eh bien, ça veut dire que votre cerveau est dans un état de créatif, dans un sommeil paradoxal. On a besoin de cette créativité. Et d'avoir donc ces différents états où le cerveau suit son propre cours. Short question and short answer. Des réponses brèves, des questions brèves et réponses brèves. Hello. Bonjour. Y a-t-il des études sur le lien entre les fonctions exécutives et le rêve lucide? Non, pas à ce que je sache. Vous pensez à quoi en particulier? Eh bien, on pourrait penser que avoir un rêve lucide pourrait entraîner les fonctions exécutives. Donc, par exemple, les personnes qui ont eu des lésions cérébrales. Moi, je me demandais. Non, pas à ce que je sache. C'est dommage. C'était une réponse courte. Bonsoir. Est-ce que vous avez parlé des rêves lucides dans le milieu de la nuit? Est-ce qu'ils sont très différents pour vous des rêves lucides au départ du sommeil ou au réveil? Ce qui se pratique assez régulièrement. Plutôt qu'au milieu de la nuit, enfin dans les rêves très profonds, etc. Est-ce qu'ils sont très différents pour vous ou c'est à peu près la même chose? Quand on s'endort, on peut contrôler, et quand on se réveille aussi. La question, est-ce qu'il y a des différences entre les rêves lucides au début du sommeil ou à la fin, ou même pendant les siestes, pendant la journée? On peut avoir un rêve lucide la journée également. Eh bien, ça a été difficile d'avoir un rêve lucide pendant une sieste dans les laboratoires parce que c'est une sieste de 20 minutes, donc on ne s'attend pas à avoir un rêve lucide. Le cycle ne fait que de commencer. Et donc, ce sont des rapports anecdotiques. Mais scientifiquement, on ne
c'est pas trop, on n'a pas beaucoup d'informations en situation de sieste. Souvent, quand les rêveurs lucides ont un rêve lucide, c'est plus dans la deuxième partie de la nuit parce que les étapes de sommeil paradoxal sont plus longues et les premières étapes de sommeil paradoxal sont plus courtes, lentes. C'est pas les bonnes périodes de manière au niveau empirique. C'est plus au niveau du deuxième partie de la nuit, la deuxième partie de la nuit. Donc je ne peux pas vraiment faire la différence entre les rêves lucides tôt ou tard dans la nuit, parce qu'en général ça a plus lieu dans la deuxième partie de la nuit. Mais peut-être qu'il y a une autre question derrière cela. Il y a deux différentes techniques. Les rêves lucides initiés par les rêves, donc c'est-à-dire qu'on reconnaît le fait qu'on rêve, on rêve de quelque chose et puis soudainement on se rend compte, je rêve. Et puis il y a des rêves lucides qui provoquent le réveil. Et ce sont des personnes qui maintiennent le niveau de conscience pendant toute la durée du sommeil paradoxal. Donc ce sont des rêves lucides intéressants, mais on a pu en étudier que très peu dans le laboratoire du sommeil. Donc je n'ai que très peu de détails sur cette différence entre ces rêves lucides et les autres. Donc différentes possibilités. Parce que par exemple, quand on crée, souvent au début du sommeil, on pense à sa création et on peut le diriger, on peut rentrer dans le rêve ainsi et le diriger. Pareil pour le réveil. Est-ce que pour vous, et on trouve des solutions, est-ce que c'est plutôt visionnaire ou alors rêve lucide, ça? De contrôler comme ça en début de sommeil ou au réveil? Je pense qu'on a... je pense que c'est simplement des rêves que l'on a pendant la période d'endormissement ou de réveil, mais ce ne sont pas des rêves que l'on appelle des rêves lucides. C'est quelque chose qui est différent, parce que c'est au tout début de la phase de sommeil. Et s'il y a des gens qui disent qu'ils peuvent rester conscients jusqu'à leur rêve lucide et qu'ils décrivent leur rêve lucide, pour moi, en tant que chercheur, c'est un aspect étrange. Parce qu'on pourrait penser à que quelqu'un passe par une phase 2, puis une phase 1, puis un sommeil profond, et après un sommeil paradoxal. Donc comment est-ce que c'est possible de rester conscient pendant tout cela? Donc c'est un peu énigmatique pour nous. Peut-être que c'est un mélange, en fait. On a très peu de données à ce sujet-là, mais les rêves hypnagogiques, en fait, sont des rêves qui arrivent vraiment au tout début du sommeil, au tout début de la période de sommeil. Et on a effectivement des images très nettes, très vivantes, des images mnémoniques également que l'on peut contrôler. Mais ensuite, on va tomber dans la zone ou dans la période de sommeil profond, et à ce moment-là, on perd tout contrôle, normalement. Mais ce serait intéressant, effectivement. C'est intéressant toujours de savoir. Et ce serait intéressant d'avoir ce genre de choses aussi dans un labo de sommeil pour voir justement à quel moment le sommeil paradoxal peut se produire. Et dernière question, petite question. J'ai lu quelque part que de contrôler ses rêves pouvait rendre fou. À votre avis? À force de contrôler ses rêves, on pouvait devenir fou. Êtes-vous d'accord ou non? So, just understood half of it, but the question was if people can go crazy by lucid dreams, that people make them mad. Donc la question, est-ce que les gens effectivement peuvent devenir fous? Je vous ai parlé du phénomène de faux réveil. Si vous pensez que vous êtes réveillé alors que vous êtes toujours en train de rêver et que vous vous en rendez compte ensuite dans un rêve normal, ça arrive relativement rarement, mais dans un rêve lucide, ça peut arriver plus souvent. Et on nous a parlé de quelqu'un qui avait eu 60 faux réveils dans une seule nuit. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui peut être assez troublant, assez dérangeant.
mais c'est quelque chose qui arrive relativement peu dans un rêve lucide. Quand vous contrôlez vos rêves, véritablement, ou un contrôle limité de vos rêves, on est toujours capable de se réveiller soi-même. Donc vous êtes, et en général, si vous êtes dans un rêve, si vous fixez, entre guillemets, le moment dans un rêve, si quelque chose vous ennuie, vous énerve dans un rêve, à ce moment-là, vous pouvez faire s'évanouir le scénario du rêve et vous réveiller. Et si on rêve de l'institution? Bon, dans ma vie, j'ai rêvé de différentes institutions après les avoir fréquentées. Et j'ai un vécu, avec un vécu d'être dans l'institution du moment récente, quoi. Et je me vis dans l'institution, et puis je finis par me réveiller, et puis je trouve que l'institution a changé. Je me dis quand même, c'est bizarre, c'était pas comme ça autrefois, il y a du changement. Et puis c'est tout, quoi. Mais alors, est-ce que c'est lucide? Est-ce que c'est pas lucide? Est-ce qu'il y a des gens qui font des rêves comme ça? C'est peut-être un état pré-lucide où il y a l'idée que quelque chose d'étrange est en train de se passer et on commence à se demander ce qui se passe, est-ce que c'est réel? Et parfois, le paysage du rêve va vous convaincre que vous n'êtes pas dans un rêve, que vous êtes dans un... Donc ça peut être, oui, c'est ce qu'on appellerait un rêve pré-lucide. Il n'y a pas forcément de mots plus appropriés. En tout cas, je ne le connais pas. Mais quand on commence à devenir sceptique sur le fait que c'est réel, quand on est au bord quand on est au bord du fait de se rendre compte que c'est un rêve, c'est ce qu'on appelle un rêve prélucide. Hello. Bonsoir, merci. Est-ce que vous vous êtes intéressé aux raisons pour la régularité des proportions dans la population des rêveurs lucides? Est-ce que vous vous êtes penché sur la régularité en termes de proportion, de pourcentage des rêveurs lucides sur toute la planète? Par exemple, c'est 1 ou 2% partout, visiblement, d'après ce que vous dites. J'ai dit, il y avait donc une méta-analyse qui est sur le point d'être publiée. Et oui, effectivement, c'est un nombre qui est stable par rapport à des enquêtes de questionnaires. Ce ne sont pas des études longitudinales, hein, c'est vraiment des études à un moment T. Et effectivement, on a des chiffres qui sont assez constants dans la population, mais il faut faire attention parce que parfois, dans différents questionnaires, il y a différentes échelles et qui sont difficiles à comparer. Mais pour autant que je puisse le voir, il y a à peu près 20% de gens qui sont des rêveurs lucides fréquents dans la population générale. Mais est-ce que c'est stable tout au cours de la vie? Est-ce qu'il y a des baisses, des augmentations? Il y a peut-être plus de rêves lucides pendant l'enfance et ça baisse à l'âge adulte. Donc il y a peut-être des fluctuations sur le temps également qui sont très mal documentées, qui ont été très peu étudiées parce qu'on n'a pas fait d'études longitudinales, comme je le disais. Ma question était plutôt pourquoi est-ce que le rêve lucide apparaît de façon naturelle au départ? Une réponse serait parce que pendant l'enfance, quand on commence à rêver, quand
quand on réussit à distinguer entre le rêve et la réalité, donc vers 5 ou 6 ans, on a des conseils de ses parents qui disent « Oh, c'est juste un rêve, n'aie pas peur ». Et peut-être que ça aide les enfants à développer des rêves lucides. Mais pourquoi est-ce que c'est possible, tout simplement, de contrôler ses rêves? Je n'ai pas la réponse. C'est le cerveau se réactive. Et de toute façon, tout ce qu'on ressent, tout ce dont on fait expérience pendant l'état de veille, c'est aussi c'est le cerveau qui le produit également. Donc il se passe des choses similaires pendant les rêves. Je ne suis pas sûr. Ou Paul Tolai, dont je vous parlais, était convaincu que le rêve normal, c'est la mauvaise façon de rêver, la fausse façon de rêver, que tout le monde devrait avoir des rêves lucides. Et il a été étonné que tout le monde ne puisse pas faire des rêves lucides. Mais c'est pas forcément une position beaucoup plus satisfaisante. Donc j'ai pas vraiment de réponse très satisfaisante à vous donner à cette question philosophique. Est-ce que c'est une sorte de rêve lucide de penser la nuit « Oh non, ça fait trop peur » ou « C'est pas vrai, je vais faire autre chose » Et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que c'est un rêve lucide de penser ça dans un rêve, de se dire... Est-ce que c'est peut-être pré-lucide, mais si vous commencez à dire « Ah oui, non, mais c'est moi qui rêve », non, pas forcément, non, c'est moi, oui, c'est moi, mais ça, c'est pas réaliste, donc je vais faire autre chose. Je pense que sur l'échelle des rêves lucides, vous seriez peut-être là, tout en bas, mais pas sur l'échelle du contrôle du rêve, en fait. Et dans nos études de labo, il est très clair, les gens doivent pouvoir se rappeler ils doivent se rappeler de ce qu'ils faisaient à l'état de veille, parce qu'ils doivent se rappeler d'une tâche à faire. Donc ça, c'est vraiment le critère de base. Et ce que vous décrivez, ça serait quelque chose, ce serait un critère extrêmement lâche, entre guillemets, quelque chose d'assez flou en termes de lucidité et surtout de contrôle. Mais il me faudrait des exemples de rêves plus précis, en fait, pour vous en dire davantage. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question. Excusez-moi, je vous passe le micro très vite. La question, c'est que, avant que tout le monde ne parte, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire cette expérience d'accéder aux rêves lucides et de transformer sa vie. J'exagère un peu. Pourriez-vous nous donner la bonne technique? Merci beaucoup. Qui a fait au moins un rêve lucide dans sa vie? Levez la main si vous avez déjà fait un rêve lucide. Tout le monde n'est pas certain, mais il y a peut-être un tiers des gens qui sont là. Vous devriez venir à Berne, dans mon labo. On cherche des rêveurs lucides. Une bonne technique, d'abord... N'allez pas voir sur Google, parce qu'il y a beaucoup de choses décrites et le marché est en train d'exploser et beaucoup de gens vendent des choses, par exemple des pilules pour faire des rêves lucides. N'achetez pas ça, c'est une drogue qui est prescrite en Europe, c'est de la galantanine il ne faut pas prendre, il faut surtout pas commander ça. C'est vendu, ça vient des États-Unis en général. Il n'y a pas non plus de preuves que ça marche. Donc méfiez-vous de Google. Évitez les publicités sur Internet. La meilleure technique, c'est ce dont je vous ai parlé. C'est le fait de dormir, par exemple, allez vous coucher, dormez pendant 6 heures, mettez votre réveil aux 6 heures plus tard, réveillez-vous, sortez du lit, éveillez-vous, rappelez-vous si vous vous rappelez d'un rêve. Si vous ne vous rappelez pas d'un rêve, recouchez, essayez la nuit suivante. Et si vous l'écrivez, si vous vous rappelez d'un rêve, notez-le, restez éveillé et cherchez des indices, des petites choses dans votre rêve que vous avez noté. Et dites-vous, voilà, la prochaine fois que je ferai un rêve, je vais me rappeler de cela, je vais reprendre ce rêve-là.
Donc faites cela pendant 20 minutes et rendormez-vous et dormez 2 ou 3 heures. Et dans un cas sur 2, on avait un rêve lucide en fait dans notre labo. Mais peut-être que ça ne marche pas très bien chez soi parce que la plupart du temps, par exemple, quelque chose qui servait de signe pour le déclenchement d'un rêve lucide, c'est que les gens avaient un casque avec des électrodes. Et donc les gens rêvaient d'électrodes et quelque chose se passait dans cette situation-là. Et ça pouvait déclencher cette lucidité onirique. Et peut-être que chez soi, forcément, cela manque et ça marche moins bien chez soi. Mais je suis convaincu que c'est la meilleure technique, en fait, à essayer. Est-ce que vous avez rencontré des rêveurs lucides qui utilisent leurs rêves lucides pour avoir accès à leur intuition et résoudre des problèmes qu'ils se posent, ou alors par l'intuition, ou alors simplement avoir un autre point de vue sur certains sujets qu'ils se posent, par exemple? I understood only problems solving. Maybe other... Oui, donc est-ce que vous avez rencontré des rêveurs lucides qui utilisent leurs rêves lucides pour avoir accès à leur intuition et du coup résoudre des problèmes qu'ils se posent, ou avoir un deuxième point de vue éventuel, différent de celui qu'ils ont à l'état de veille, sur un problème particulier? Donc en gros, est-ce qu'on peut utiliser par exemple les rêves lucides pour sa créativité? On a demandé à ces questions à des rêveurs lucides en leur disant à quoi ça vous sert? Et ils disent c'est pour s'amuser. C'était la première catégorie qu'ils mettaient en avant. La plupart voulaient lutter pour s'amuser. D'autres pour lutter contre les cauchemars. Et ensuite, le fait de développer des techniques, de s'exercer pour la musique ou pour le sport, pour résoudre des problèmes, ou pour utiliser ces rêves lucides pour les processus créatifs, était aussi une réponse en fait, qui nous a été donnée. Et donc il y a des évidences, peut-être un peu anecdotiques, mais que des gens utilisent effectivement les rêves lucides pour leur créativité. Par exemple, les Foo Fighters, le groupe de rock, eh bien, le chanteur est un rêveur lucide, et il a dit souvent qu'il avait été inspiré par ses rêves lucides pour composer des chansons. Où il y a donc un réalisateur, le réalisateur de La Science des rêves, Michel Gondry, qui est quelqu'un d'extrêmement inspirant et qui dit que les rêves lucides sont une source de créativité pour lui. Donc on peut utiliser effectivement ces rêves lucides pour cela, parce que le cerveau est dans un état d'association libre, et on peut utiliser ce que le cerveau produit pendant cet état onirique. Bonjour, bonsoir. Vous dites que vous travaillez avec des rêveurs lucides expérimentés. J'aimerais savoir si vous avez pu analyser ou remarquer chez ces rêveurs des voyages astraux, ou une sorte, comme on peut le voir dans certaines cultures orientales, le fait de quitter son corps et de pouvoir l'observer. Et j'imagine qu'à travers tous ces rêveurs lucides que vous avez rencontrés, peut-être qu'il y a certaines de ces personnes. Steven Laberge a écrit un article sur ces expériences où l'on sort de son corps. Pour lui, ça n'a rien à voir, en fait. Mais c'est simplement quelque chose qui n'est pas forcément interprété de façon correcte par la personne qui le ressent. Mais voilà, c'est juste une déclaration. Peut-être que l'on rêve, que l'on quitte son corps. Peut-être que l'on rêve que le son détache de son corps, et que, en général, les rêveurs lucides ne ressentent pas cela.
s'ils sont dans un rêve lucide qui sort d'un rêve, en fait. En général, c'est quelque chose qui ne se passe pas. Mais s'il y a donc un rêve lucide qui vient de la veille, mais comme je le disais, c'est quelque chose qui n'a pas été très étudié au niveau scientifique, ils décrivent très souvent cela, que l'on a l'expérience du fait que l'on voit son corps qui dort, que l'on sort de son corps, et que c'est comme ça que le rêve lucide commence. Donc c'est typiquement ce qu'on appellerait donc cette expérience d'être hors de son corps. Mais dans le cadre du sommeil paradoxal, en fait, on pourrait très bien dire, voilà, on pourrait dire ils sont dans un sommeil paradoxal et donc ils rêvent qu'ils sortent de leur corps. Donc ça dépend de où on se place par rapport à des choses de parapsychologie, par exemple. Et personnellement, je suis plutôt un scientifique. Je suis pas forcément féru de parapsychologie, mais on peut très bien voir les choses d'une autre manière. On peut très bien faire des choses impossibles dans des rêves. On peut s'intéresser à ce genre de données. Et il y a effectivement des études qui existent à ce niveau-là. Oui, donc après, vous avez parlé comme quoi pour faire des rêves lucides, il fallait se réveiller durant la nuit, écrire un rapport, etc. Et est-ce qu'après avoir expérimenté cette expérience et que ça ait marché, on peut plusieurs mois après ne pas avoir besoin de se réveiller et tout de suite, durant la première nuit, faire un rêve lucide? Un rêve lucide de façon automatique. Yeah. En général, notre expérience s'arrête au rêve lucide et on s'arrête. On ne cherche pas, en fait, si c'est plus facile d'avoir des rêves lucides ensuite, ou on ne demande pas au rêveur de venir une deuxième nuit pour voir si c'était plus facile pour nous. Ce n'est pas notre question de recherche. Donc voilà, on ne s'est pas intéressé à ça en particulier, mais il me semblerait... Mais ça, c'est un peu voir le rêve lucide comme une sorte de compétence, comme de savoir rouler à vélo, une sorte de compétence qu'on garderait à l'avenir. Mais je ne suis pas sûr que c'est pas forcément quelque chose qui serait le cas. Pour moi, c'est plus comme l'endurance, c'est-à-dire qu'on l'a ou on ne l'a pas. On peut s'entraîner, donc si on a de l'endurance, on peut s'entraîner et être encore plus endurant. Mais si on n'est pas endurant, eh bien, voilà, ça va pas forcément... C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir. Et effectivement, les gens qui cessent de s'exercer, qui peuvent avoir des rêves lucides, mais qui cessent de s'exercer, vont en avoir moins. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui peut s'acquérir comme une sorte de compétence ou de technique. Oui, bonsoir. Ma question sera en français. Pour faire un rêve sous contrat ou un rêve lucide, il faut être sûr vis-à-vis de soi-même. Est-ce que ça serait ça? À partir du moment où le rêve, c'est une construction mentale, donc si on se trompe, est-ce que ça pourrait être ça? Good question. C'est une bonne question. Dans les premières études, on a eu des études qui essayent de séparer différents domaines en fait, psychologiques par rapport à la confiance, etc. Mais nous, en général, on pose des questions très simples, des questions très ouvertes. Est-ce que vous rêvez ? Et est-ce que vous pouvez accomplir une tâche? Donc on ne demande pas est-ce que vous êtes conscient de vous-même, j'ai oublié ce que vous avez dit précisément, mais on n'utilise pas ce genre de critères, si vous voulez. Mais il y a plusieurs échelles de lucidité.
Et donc, je devrais peut-être regarder dans le domaine dans le papier de Foss, parce qu'elle a un questionnaire avec 20 ou 24 questions. Il y a peut-être ce genre de questions et ça pourrait expliquer effectivement le fait d'avoir plus de contrôle ou plus de lucidité. Mais je pense qu'il y a déjà mais il y a des recherches qui existent. Merci à tous. Merci, Monsieur Daniel Erlacher, pour votre exposé.